Vous avez vu l'épisode 2 de House of the Dragon et vous cherchez un endroit où explorer plus en détail cet épisode diffusé sur OCS en France, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici Mordred, et aujourd'hui on se retrouve pour le décryptage de l'épisode 2 de House of the Dragon sorti sur HBO il y a quelques heures. Il y a un sacré paquet de trucs à dire sur cet épisode, alors on va pas perdre de temps, allons-y tout de suite. La première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est la mort du Lord Commandant de la Garde Royale. C'est à peu près ça qui ouvre l'épisode 2, puisque on nous raconte, au conseil restreint du roi Viserys, que Ryam Redwyn est mort de vieillesse dans son sommeil. Ryam Redwyn qu'on avait vu du coup furtivement dans l'épisode 1 de House of the Dragon. Qui est ce personnage? Ryam Redwyn, c'est un chevalier de la maison Redwyn, comme son nom l'indique. C'est une puissante maison en fait qui est située dans le Bief, qui a pour siège Latreille. Latreille qui est célèbre en fait pour sa production de vin. Donc très régulièrement en fait dans Game of Thrones, vous entendez parler de gens qui sont en train de boire du vin de Latreille, et ben c'est de là que vient la maison Redwyn. C'est de là que vient sa puissance également. Dans Feu et Sang, Ryam Redwyn meurt effectivement, mais il meurt en 105 après conquête. Pour rappel, dans House of the Dragon, au tout début, on nous raconte qu'on est en 112 après conquête, donc ici, en fait, pour les biens, on va dire, de la condensation des événements, on condense encore une fois et on change, on modifie la chronologie. Bon, c'est pas bien grave, mais je voulais le noter. Qui est-ce qui remplace Ryam Redwyn en tant que Lord Commandant de la Garde Royale de Viserys? C'est Harold Westerling, ou Westrelin en français, qu'on avait vu la semaine dernière dans l'épisode 1, puisqu'il était déjà Garde Royale, mais il n'était pas Lord Commandant. Harold Westerling, qui était attaché plus ou moins à la garde rapprochée de la princesse Rhaenyra Targaryen. Alors c'est désormais lui qui est Lord Commandant de la garde royale. La maison Westrelin, c'est une maison vassale de la maison Lannister. Elle est basée au château de Falaise, au nord-ouest des Terres de l'Ouest, non loin de Castral Rock, qui est du coup le siège des Lannister. Le roi et le conseil expliquent qu'il faut assez rapidement trouver un remplaçant pour Ryam Redwyn, puisque du coup il n'y a plus que 6 soldats dans la garde royale, et ce n'est pas possible, puisque vous savez que la garde royale doit systématiquement être composée de 7 gardes, en tout cas si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Pourquoi 7 membres? Puisqu'il y a toujours 7 membres de la garde royale, un par royaume dans Westeros. Voilà, 7 couronnes, 7 gardes royaux. Vous savez que le chiffre 7 est extrêmement important à Westeros. Il y a notamment les nouveaux dieux, la foi des 7. Donc ces nouveaux dieux sont au nombre de 7, donc le nombre 7 est porte-bonheur. Les 7 dieux, je vous les fais rapidement. Vous avez le père, la mère, l'aïeul, le guerrier, le ferrant, la jouvencelle et l'étranger. Et à noter d'ailleurs que les 7 membres de la garde royale sont intronisés par le grand septon, qui est le garant de la foi des 7 à Westeros, donc c'est le plus haut dirigeant de la foi à Westeros. Donc vraiment, on est sur le concept de 777, toujours au maximum pour tout ce qui est portée bonheur. Les gardes royaux, un petit peu comme la garde de nuit, jurent de protéger le roi et sa famille, là où la garde de nuit jure de protéger le royaume contre les forces du Nord qui voudraient éventuellement passer le mur. J'en parlerai un petit peu plus tard dans ce décryptage d'ailleurs. Ils jurent de protéger le roi et sa famille, mais aussi de renoncer à toutes leurs terres, mais aussi au mariage et à avoir des enfants. Donc c'est voilà, exactement comme le sermon de la garde de nuit. On en parlera un petit peu après. Ensuite, toujours dans ce fameux conseil restreint, on nous reparle à nouveau des degrés de pierre et du gaveur de crabe qui visiblement a l'air d'être très important pour la suite de cette saison 1, notamment d'ailleurs cet épisode 2 qui s'ouvre sur une scène d'après-bataille sur une plage. Donc je vous le disais, le gaveur de crabe a pour habitude de laisser, non pas des prisonniers, mais les blessés en fait plus ou moins crucifiés sur des plages, où il les laisse en fait à la merci des crabes, d'où son surnom de gaveur de crabes. C'est à ce moment-là qu'on apprend que Corlys Velaryon, le maître des vaisseaux, le maître de la flotte de Westeros, veut absolument que le roi réagisse,
et face notamment au pillage des pirates dans les degrés de pierre, et il nous apprend que 4 navires ont été coulés, dont un de sa propre flotte, donc évidemment il commence à grincer des dents, hein, le seigneur de la marque, et il veut absolument mater les pirates, et évidemment Gaveur de Crabe, qui semble être un petit peu leur haut amiral. Le roi, de son côté, veut absolument éviter d'entrer en guerre ouverte avec les cités libres, comme je vous le disais la semaine dernière, les cités libres de Myre, Lys et Tiroche qui forment la triarchie. D'après lui, les pertes seraient absolument incalculables si le royaume entrait en guerre ouverte avec les cités libres. À la fin de l'épisode, Corlys, assez effarouché par un certain nombre de choses dont on parlera un petit peu après dans ce décryptage, propose à Daemon Targaryen une alliance. Il lui dit, écoute, mettons nos forces conjointes et allons mater les degrés de pierre et ce Gaveur de Crabe, toi et moi, ma flotte, toi et ton dragon et tes soldats, on a le potentiel de faire la guerre là-bas, même si ça n'est pas au nom du roi, on peut le faire et on peut gagner. Alors, il a évidemment des petits intérêts de faire ça, Corlys Velaryon, puisque sa maison serait ruinée en fait, si ça continue dans ce sens-là. Vous le savez, la maison Velaryon est très très puissante d'un point de vue commercial et maritime. Et évidemment, tout ce problème au niveau des degrés de pierre lui pose énormément de soucis d'un point de vue pécunier. C'est aussi pour ça qu'il pousse pour agir de ce côté-là. Alors il propose de partir en guerre contre le Gaveur de Crabe dans les degrés de pierre, et il y a une phrase que je trouve hyper intéressante que dit Corlys Velaryon. Il dit « Nous sommes les deuxièmes fils du royaume, notre valeur ne nous est pas donnée, nous devons la construire. » Alors ça rappelle évidemment que Daemon Targaryen a été repoussé dans la ligne de succession, puisque Rhaenyra a été intronisée en tant que successeur de Viserys Targaryen, successeur officiel, après la brouille entre les deux frères, et j'ai l'impression en tout cas que Corlys, dans son argumentaire, veut faire croire à Daemon que s'il se montre en guerrier puissant et en commandant assuré dans une guerre, il pourrait quelque part montrer au royaume sa légitimité en tant que successeur pour Viserys, et donc asseoir plus ou moins son potentiel en tant que successeur plutôt que Rhaenyra. Ça a l'air d'être un petit peu ça le plan de Corlys, en tout cas de ce qu'il nous laisse entendre à la fin de l'épisode. Et justement, à la fin de l'épisode, on voit un plan sur ce qui semble être le Gaveur de Crabe au final de l'épisode. Petite façon évidemment de nous teaser sur la suite de cette saison qui va très probablement passer par les degrés de pierre. Je voulais revenir un petit peu sur Daemon Targaryen qui se trouve à Dragonstone, à Père Dragon. Depuis 6 mois, on nous le dit, ça nous permet d'avoir un petit peu de timeline, entre l'épisode 1 et l'épisode 2, il se passe 6 mois, donc on est toujours en 112 après conquête, mais Daemon Targaryen n'est plus à la cour, il se trouve à Dragonstone, au fief, au siège ancestral des Targaryens depuis leur arrivée à Westeros, et il se trouve que le roi n'a pas réagi au fait que Daemon Targaryen prenne de force son siège ancestral. Bon, encore une fois, ça nous montre que Viserys n'a pas spécialement envie d'agir face aux provocations de son frère, on va y revenir d'ailleurs. Daemon lui-même a emmené une partie des gardes du guet de Port-Réal à Dragonstone pour fortifier l'île et pour que ce soit plus compliqué de l'en sortir, de l'en exfiltrer. Il a emmené bien sûr sa maîtresse Mysaria et son dragon Caraxès, comme on l'avait vu à la fin de l'épisode 1. Dans l'épisode 2, il est accusé d'avoir volé un œuf de dragon. Et pas n'importe quel œuf de dragon, on va le voir. C'est absolument mal vécu. Pourquoi ? Parce que un œuf de dragon, c'est une valeur inestimable, et en plus de ça, c'est une nouvelle provocation dans la longue liste des provocations de Daemon envers son frère et envers l'autorité de la couronne. On apprend ensuite que c'est pas n'importe quel œuf, c'est l'œuf de dragon que Rhaenyra a choisi pour mettre dans le berceau de Baelon, dans l'optique que le dragonnet éclos de cet œuf se lie à Baelon, son frère, qu'on rappelle, est mort au bout d'une journée de vie après sa naissance dans l'épisode 1. Évidemment, ça fait grincer des dents, et tout de suite,
on a Viserys qui réagit en furie pour dire bon bah j'y vais, je vais m'occuper de lui. Quel est cet œuf? On sait d'ailleurs quel dragon a pondu cet œuf. C'est un dragon qui s'appelle Songefeu, un dragon apparemment femelle a priori, si je me souviens bien de ce que j'ai lu dans Feu et Sang et dans ce que j'ai lu sur les différents wikis, c'est une dragonne du coup qui aurait les écailles bleues et des marques argentées. Peut-être qu'on la verra dans la suite de la saison 1 de House of the Dragon. C'est une dragonne qui était montée par Rhaena Targaryen. C'est la fille d'Aenys Targaryen, premier successeur d'Aegon Targaryen. Donc c'est le deuxième roi Targaryen après la conquête de Westeros. Rhaena Targaryen, entre autres, a été l'épouse de Maegor le Cruel. Elle est morte en 73 après conquête, et entre sa mort et le début de House of the Dragon, Songefeu n'a pas eu de dragonnier ou de dragonnière. Donc c'est une dragonne du coup qui n'est pas liée à un humain à l'heure où commence cette série. Je rappelle encore une fois, j'en parlais dans ma vidéo contexte et de ce qu'il faut savoir sur House of the Dragon avant de se lancer dans la série. Il y a une tradition et une croyance qui veut que mettre un œuf dans le berceau d'un bébé permettrait de s'assurer du lien entre le dragonnet à éclore et le bébé dans le berceau. C'est une tradition qui permet aussi de se dire bon, c'est moins dangereux que d'essayer de se lier à un dragon qui est plus âgé, puisque bon bah un dragon plus âgé est aussi capable de vous bouffer ou de vous brûler vif tout simplement. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette tradition et cette croyance qui veut que peut-être si je mets un œuf dans le berceau de mon enfant, peut-être que cet enfant deviendra dragonnier, et que peut-être aussi que cet œuf éclora, puisque je rappelle, tous les œufs de dragon n'éclosent pas. Certains se transforment tout simplement en pierre. Donc je le disais, Rhaenyra est absolument furieuse de voir que l'œuf qu'elle avait choisi pour son frère a été volé par son oncle, et Viserys décide de se lancer. Et de dire bon bah on y va, il faut intervenir maintenant. Otto Hightower l'en dissuade, et avant ça le conseil restreint appelait Viserys à sévir autour de son frère, et il y a un truc qu'il dit qui est assez intéressant, et je pense qu'il faut le remettre en contexte pour ceux qui ne regardent que House of the Dragon et qui n'ont ni lu ni vu Game of Thrones ou le Trône de Fer. Il dit que voulez-vous que je fasse? Que je l'envoie au mur? Alors, qu'est-ce que c'est qu'envoyer quelqu'un au mur? Bon, rapido, parce que je sais que la plupart des gens qui sont en train de regarder ça ont déjà vu Game of Thrones. Mais, le mur, en fait, c'est un gigantesque édifice qui est situé au nord du royaume de Westeros, et qui est censé protéger le royaume de ce qui se trouve au nord, notamment des sauvageons. Le mur est gardé par un corps qui s'appelle la Garde de Nuit. C'est un ordre d'hommes qui renoncent au mariage, à avoir des enfants et à toutes leurs possessions. Ça rappelle évidemment les vœux de la garde royale qui ont été en fait modelés sur ceux de la garde de nuit. Tout homme condamné peut échapper à sa sentence à Westeros s'il souhaite prendre le noir. Qu'est-ce que c'est que prendre le noir? C'est d'aller au mur et de jurer en fait le serment de la garde de nuit. C'est pour certains la seule issue entre une condamnation à mort et la vie, tout simplement. Et il arrive régulièrement que des membres de maisons nobles prennent le noir pour échapper à des peines capitales, tout simplement. C'est à ça que fait référence Viserys à ce moment-là. Donc je vous le disais, Otto Hightower décide d'aller à Dragonstone à la place du roi pour la sécurité du monarque, tout simplement, et une confrontation entre Daemon Targaryen et les soldats du guet de Port-Réal, on les reconnaît à leur manteau et à leur armure qu'on avait déjà vu dans l'épisode 1, et de l'autre côté, on a Otto Hightower et un certain nombre de gardes royaux qui sont avec lui, dont Criston Cole et un certain nombre de soldats, et à ce moment-là, on se dit, bon, ils sont tous en train de tirer le fer, ça va se maraver, quoi, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que débarque Caraxès, le dragon aux écailles rouges de Daemon Targaryen,
pile à ce moment-là arrive Syrax et Rhaenyra sur son dos, Syrax la dragonne de Rhaenyra, aux écailles dorées, et on voit en fait que le fait que d'un côté il y ait un dragon et de l'autre il y ait un dragon, tout de suite ça désescalade. On a l'impression un petit peu d'avoir le concept, si vous voulez, du bouclier nucléaire. Si j'ai l'arme nucléaire d'un côté, et toi t'as l'arme nucléaire de l'autre, et ben ça s'annule. On peut pas se foutre sur la gueule, parce que aucun de nous deux n'a l'avantage. Assez intéressant pour ce qui va probablement arriver plus tard, mais ça nous montre en tout cas que, voilà, à forces égales, il n'y a pas de bataille. Donc, Rhaenyra arrive face à Daemon et lui rappelle tout simplement qu'elle est héritière proclamée par son propre père, et que Dragonstone, le fief ancestral des Targaryens, appartient à l'héritier en titre, le successeur en titre du roi. Donc, elle lui rappelle que Dragonstone est à elle et qu'il n'a rien à faire ici. Elle lui propose également de tout simplement la tuer pour redevenir l'héritier de Viserys, son frère, et tout simplement qu'on en finisse avec tes conneries, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que Daemon rentre à l'intérieur du château et lui rend l'œuf de son cheveu. Un petit peu plus tard, on voit une séquence entre Mysaria, la maîtresse de Daemon Targaryen, qui était pas du tout prévenue, en fait, des conneries de Daemon, parce que Daemon, en fait, avait simplement envoyé une missive à son frère pour l'inviter à son mariage, Mysaria n'était pas au courant, et annoncer qu'il allait être père, et c'est pour ça qu'il avait récupéré un œuf pour mettre dans le berceau de son fils, ou de sa fille, à naître. Même chose, Mysaria n'était pas au courant, et Mysaria, d'ailleurs, nous annonce qu'elle n'est pas capable d'avoir des enfants. Elle dit qu'elle s'en est occupée il y a bien longtemps, donc visiblement, Mysaria est une personne qui est stérile, et de son propre chef, a priori, de ce que je comprends dans ce qu'elle raconte à Daemon. Bref, et à ce moment-là, dans cette scène, on voit d'ailleurs à Dragonstone, on peut voir la salle de la carte qu'on avait déjà vue dans Game of Thrones. Alors, à l'heure actuelle, dans House of the Dragon, il n'y a pas de carte, mais c'est la même salle. Pour ceux qui ont vu Game of Thrones, c'est une petite référence qui fait évidemment toujours plaisir. Il y a toute une grande thématique sur laquelle je voulais revenir, c'est Rhaenyra et les hommes dans cet épisode 2, et bon, c'était déjà le cas dans l'épisode 1, mais on voit que dans l'épisode 2, la thématique continue à se filer. Elle assiste au conseil restreint, comme d'habitude, mais là, cette fois, elle a le statut d'héritière de Viserys, et elle suggère à son père de dépêcher des dragonniers sur les degrés de pierre pour tout simplement faire une démonstration de force et dire, écoutez, ça commence à bien faire, nous on a des dragons, vous pas, donc calmez-vous, en gros. Bon, le conseil semble d'ailleurs extrêmement surpris qu'une femme prenne la parole pendant le conseil restreint, et le conseil décide de juste pas l'écouter. Otto Hightower lui coupe régulièrement la parole. Viserys finalement décide de lui demander de sortir et d'aller choisir plutôt avec Harold Westerling un nouveau garde royal. Donc on lui donne cette mission en gros pour aller faire mumuse et qu'elle laisse en gros les darons travailler, quoi. Si on peut résumer ça comme ça. À ce moment-là, du coup, arrive cette scène où Rhaenyra est aux côtés de Harold Westerling et un petit peu plus tard d'Otto Hightower pour choisir, dans une espèce de sélection de chevaliers, qui pourrait devenir le prochain garde royal. Et on découvre que, en fait, Rhaenyra, elle a pas vraiment les codes. Elle a pas l'étiquette de tout ça. Otto Hightower lui dit, ce serait bien de remercier les chevaliers pour leur service, même si ces services sont pas spécialement très impressionnants. Notamment le premier chevalier qu'on lui présente, elle est là en mode « Ok, c'est bien frérot, mais c'est pas très impressionnant en fait ce que tu fais. » Elle lui dit pas ça, mais c'est exactement... Enfin, sa non-réaction veut dire ça. Et en fait, on lui présente petit à petit quasiment que des chevaliers qui n'ont jamais connu la bataille. Et ça revient à ce que disait Rhaenys Targaryen durant le tournoi dans l'épisode 1, c'est qu'en fait, ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de guerre, et aucun des chevaliers, à l'heure actuelle, n'a vraiment connu la bataille. Donc, à ce moment-là, Otto Hightower suggère de récompenser les services de la maison Mallister. La maison Mallister, elle a un blason, c'est un aigle
argenté ou blanc sur fond bleu. C'est une maison qui est vassale de la maison Tully dans le Conflant, la maison Tully que vous connaissez probablement puisqu'elle est liée de façon très forte à la maison Stark dans Game of Thrones. La maison Mallister, elle est basée dans la forteresse de Seaguard, ou Salvemer en version française. Pourquoi Otto Hightower veut récompenser la maison Mallister? Elle est capitale dans la surveillance des raids qui viennent des îles de Fer, qui, rappelons-le, sont détenues par la maison Greyjoy. Donc, pour Otto Hightower, c'est une bonne idée de récompenser, si vous voulez, une maison qui travaille dans le sens du royaume. Mais ça, pour le coup, c'est pas du tout dans l'idée de Rhaenyra, qui, elle, plutôt décide que son père doit être défendu par quelqu'un qui a connu la bataille, qui a vraiment connu la bataille, et c'est le cas de Criston Cole, qui, rappelons-le dans l'épisode 1, avait fait forte impression sur la jeune femme. Criston Cole, pour rappel, il a été fait chevalier par le seigneur Dondarrion. La maison Dondarrion, elle est basée à Havre-Noir, dans les terres de l'Orage, qui sont à la frontière avec Dorne, dans ce qu'on appelle les marches de Dorne, au nord-est des Montagnes Rouges, qui séparent les terres de l'Orage détenues par la maison Baratheon, et de l'autre côté, on a Dorne. Criston Cole, d'ailleurs, annonce que lui, il a servi dans les incursions dorniennes, il a servi la maison Dondarrion, et c'est à ce moment-là qu'il a été fait chevalier. Qu'est-ce que c'est que ces incursions? Alors, pour rappel, à l'époque de House of the Dragon, Dorne est toujours indépendante de la couronne, du royaume, et résiste au règne de Targaryen depuis la conquête. Dorne n'a jamais été soumise par Aegon Targaryen, malgré tous ses efforts et l'utilisation de ses dragons. Durant la conquête, Dorne a toujours résisté avec des méthodes de guérilla, etc. Et depuis, il y a toujours régulièrement des guerres entre la couronne et Dorne, et de plus, il y a souvent des attaques de Dorniens sur les terres de l'Orage. Donc c'est pour ça, évidemment, que les Baratheons et ces seigneurs vassaux détestent proprement les Dorniens. Donc c'est dans ce genre d'incursion que Criston Cole a servi et a obtenu son titre de chevalier. Évidemment, ça plaît pas mal à Rhaenyra, qui aimait déjà bien Criston Cole, mais qui décide que, en fait, c'est quand même le meilleur argument d'avoir un chevalier qui a véritablement combattu et qui connaît ce que c'est que la vraie bataille, plutôt que celle que l'on se livre pour de faux durant des tournois. Rhaenyra, un petit peu plus tard dans l'épisode, annonce qu'elle est consciente que son père ne l'a pas vraiment choisie comme héritière, elle a plutôt repoussé son frère Daemon, ce qui fait d'elle, de fait, l'héritière légitime, mais elle est bien consciente que il l'a pas forcément fait de bonté d'âme. D'ailleurs, un petit peu plus tard, on a une scène de dîner entre Viserys et sa fille Rhaenyra, qui essaye, elle, de s'excuser pour son comportement durant le conseil restreint. Il lui dit « Non mais t'inquiète, tu vas apprendre », et d'ailleurs, très régulièrement, il lui coupe la parole. Encore une fois, on est encore sur ce thème de Rhaenyra et les hommes qui montrent encore une fois que on est dans une société patriarcale, etc., etc. Donc voilà, t'as pas vraiment ta voix au chapitre, et c'est d'ailleurs la clé que lui donne Rhaenys Targaryen, qui n'est pas sa tante, puisque c'est la cousine de son père. Je sais pas exactement ce que c'est d'ailleurs, la cousine de votre père, c'est quoi pour vous? C'est une grand-tante? Je crois pas. Bref. Rhaenys Targaryen lui dit « Les mâles du royaume incendieront le royaume plutôt que de voir une femme sur le trône ». C'est quelque chose qu'on a régulièrement entendu dans le matériel promotionnel de House of the Dragon, mais elle est là la clé en fait pour Rhaenyra, c'est que en gros, Viserys a beau tout faire pour l'installer en tant qu'héritière légitime, il y a quand même une bonne partie des seigneurs de Westeros qui ne veulent pas vraiment voir ça se passer. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Rhaenyra lui répond que elle, quand elle sera reine, elle va instaurer un nouvel ordre. Elle va changer toute cette société patriarcale. C'est assez intéressant parce que, pour les gens qui ont vu Game of Thrones, ça ressemble vraiment à ce qu'est capable de dire une Daenerys Targaryen, par exemple. Continuons avec Rhaenyra et notamment sa relation avec Alicent Hightower. On apprend en fait petit à petit que Alicent et Viserys parlent régulièrement de Rhaenyra derrière son dos, et qu'en fait Alicent est grosso modo l'informatrice du roi sur les états d'âme de sa fille. Il veut en apprendre un petit peu plus sur elle, et c'est
plutôt que de lui demander à elle, il demande des informations à sa confidente, Alicent Hightower. Il y a une scène d'ailleurs de proximité entre les deux jeunes filles dans le septuaire de Port-Réal, où Alicent lui apprend grosso modo à prier. Donc on comprend un petit peu que Rhaenyra n'est pas spécialement coutumière du fait et que c'est pas vraiment une dévote. Bon, et je trouve que symboliquement, il y a pas mal de choses qui se passent entre cet épisode 1 et cet épisode 2, entre les deux jeunes femmes, où les premières scènes qu'on voit entre Rhaenyra et Alicent, on les voit très proches, parfois elles se touchent, l'une à la tête sur les genoux de l'autre, elles s'étreignent, elles sont vraiment très proches dans l'épisode 1, et plus ça va, plus elles s'éloignent physiquement dans les scènes où on les voit ensemble. On les voit d'ailleurs rarement ensemble dans l'épisode 1 et l'épisode 2, mais plus ça va, plus elles s'éloignent, notamment dans cette scène dans le septuaire, et surtout, au point de rupture, à la fin de l'épisode 2, au moment où Viserys annonce ses nouvelles noces, il y a vraiment séparation entre les deux jeunes femmes. Il y en a une qui est à gauche, l'autre qui est à droite, et les deux sont séparés par la table du conseil restreint. Je trouve que symboliquement, c'est hyper malin d'avoir fait ça comme ça, à l'image. Ça montre effectivement que on réfléchit aussi à ce qu'on est en train de dire à l'image sur ces deux jeunes femmes. Viserys et son incapacité à régner. Ça, c'est un des grands thèmes qui a été un petit peu esquissé dans l'épisode 1 et qui continue à être développé dans l'épisode 2, notamment le fait que dans la scène qu'il partage avec Alicent Hightower, où il lui dit qu'on ne verra plus jamais la gloire de l'antique Valyria, c'est pile à ce moment-là, au moment où il est en train de dire ça, qu'il laisse tomber un dragon de pierre, symbole de sa famille, rappelons-le quand même, il laisse tomber un dragon de pierre qui se casse une aile. Le symbole, tout ça, bon, vous avez capté. C'est Alicent, un petit peu plus tard, qui lui fait réparer, d'elle-même. Un cadeau, évidemment, que lui trouve extrêmement gentil. Encore une fois, le symbole. Lui fait tomber un dragon qui se brise à ses pieds, elle lui fait réparer. Bon. Un petit peu, toujours dans cet épisode 2, on nous reparle du doigt blessé de Viserys, qui est en train de pourrir. Donc il s'est blessé sur le trône de fer dans l'épisode 1, 6 mois plus tard, son doigt est en train de pourrir. Donc on a vraiment cette symbolique du fait que la charge du roi est en train de le tuer finalement. Il y a une phrase que je trouve assez intéressante aussi de la part d'Otto Hightower qui lui dit, autour de l'affaire du futur mariage et du remariage de Viserys Targaryen, il lui dit « Vous êtes le roi, mais je ne vous envie pas. » Du tout. Lui est la main du roi, le deuxième personnage le plus important du royaume, et lui dit « Je ne vous envie pas parce que vous allez devoir trouver une nouvelle femme après la mort de votre ancienne épouse. » Aemma Arryn, rappelons-le, qui est morte dans l'épisode 1, du coup il y a 6 mois, Viserys porte toujours le deuil et ne veut pas se remarier, mais tout le monde le pousse à se remarier, et il annonce d'ailleurs à sa fille que la mort d'Aemma, sa femme et donc la mère de Rhaenyra, est une blessure qui ne pourra jamais guérir. Encore une fois, l'histoire de la blessure du roi. La blessure, elle est tout autant physique que psychique, visiblement. Et Daemon, à la fin de l'épisode, au sujet de son frère, dit à Corlys Velaryon que être roi n'a jamais été la plus grande qualité de son frère. Donc encore une fois, on est sur cette histoire de Viserys, en fait, c'est pas un bon roi. Il faudrait en changer. Symboliquement, on insiste là-dessus. Les personnages également insistent là-dessus. Il y a vraiment un truc qui grince dans cette monarchie autour de Viserys. Je reviens sur cette affaire de mariage. Je le disais, ça fait 6 mois qu'Aemma Arryn est morte, il n'y a plus de reine, et du coup, il n'y a qu'une seule héritière en place, c'est Rhaenyra, et un certain nombre de conseillers insistent sur le fait que Viserys Targaryen devrait absolument se remarier. Les premiers à faire une proposition, c'est Corlys Velaryon et Rhaenys Targaryen, qui offrent la main de leur fille, Laena. Laena Velaryon, c'est la fille de Corlys Velaryon et de Rhaenys Targaryen. Dans le bouquin, elle est née en 93 après Conquête, et la série nous dit qu'elle a 12 ans ici. Donc, sa naissance doit être
doit avoir été décalé à 100 après Conquête dans la série, pour les besoins de la condensation des événements de la série, visiblement. À noter que dans le bouquin aussi, on lui propose la main de Laena alors qu'elle n'a que 12 ans, donc voilà. Encore une fois, on décale un certain nombre d'événements. Pour rappel, Laena Velaryon, c'est la sœur aînée de Laenor, le fils de Corlys et de Rhaenys. Elle a 1 an de plus que lui. Et donc l'objectif de ce mariage entre la maison Targaryen d'une part et la maison Velaryon de l'autre, c'est tout simplement de montrer l'unité des 2 dernières grandes maisons valyriennes et d'assurer le futur de la lignée Targaryen, de montrer aussi que le futur est bon. Parce que, évidemment, les choses, les seigneurs parlent entre eux, et quand on se dit que y a qu'une seule héritière en place, l'air de rien, la dynastie Targaryen, elle est fragile à ce moment-là, parce que si Rhaenyra elle meurt, et que Viserys meurt aussi, il se passe quoi de la dynastie Targaryen? Il reste Daemon, éventuellement. Bon, bref. Tous les conseillers semblent s'accorder sur cette proposition de mariage. Le grand maître Mélos, lui, dit que c'est une très bonne idée parce que ça permettrait d'unifier les 2 maisons valyriennes et aussi, dit-il, de soigner les blessures du Grand Conseil de 101, puisqu'on le rappelle, Rhaenys Targaryen n'a pas été choisie en tant que reine, la reine qu'il fut jamais, et de l'autre côté, on a Viserys, donc son cousin, qui a été choisi. Donc le fait de mêler les 2 maisons, puisqu'on le rappelle, la maison Velaryon c'est aussi Rhaenys Targaryen, ça permettrait aussi de mettre ces blessures-là, les blessures du passé, un petit peu, de les laisser justement dans le passé. Otto Hightower, lui, il dit quand même qu'il a ses réserves, pour des raisons assez évidentes. Il a ses réserves, il lui dit qu'elle est jeune. Et oui, une fillette de 12 ans, bon, elle va peut-être pas forcément lui donner des héritiers tout de suite. On a également le maître des lois, ce bon vieux Strong, ou Fort en français, qui lui dit que en fait c'est une bonne idée de se marier avec Laena Velaryon. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux quand même avoir Velaryon comme allié plutôt que comme ennemi. Effectivement, la maison qui a quasiment la moitié de la flotte de Westeros, c'est puissant, on va pas se mentir. Donc se faire un ennemi d'une maison comme celle-ci, c'est toujours un peu compliqué. Donc Viserys entretient cette idée, il considère, il va discuter avec Laena Velaryon dans un jardin, et il vient un petit peu voir si elle lui plairait ou pas, et tous les deux ils commencent à se parler en fait des dragons Balerion et de la dragonne Vhagar. Balerion, pour rappel, qui c'est un dragon qui était noir, et qui avait le feu noir. C'est le dragon que chevauchait Aegon Targaryen durant la conquête. C'est aussi le dragon du roi Maegor le Cruel, et Viserys a été le dernier à le chevaucher avant sa mort de vieillesse, en 94 après Conquête, et il avait environ 200 ans. C'est d'ailleurs un des rares dragons à être mort de vieillesse. Donc on sait pas exactement en fait quelle est la durée de vie, la longévité d'un dragon, puisque c'est un des seuls à être mort de vieillesse, donc on ne sait pas. En général, les dragons étant des bêtes de bataille, ils meurent avant de mourir de vieillesse, tout simplement. Pour rappel, il est surnommé la Terreur Noire du fait de sa taille, vu que c'est la taille et la puissance d'un dragon, a priori, est liée aussi à son âge. Donc plus un dragon est vieux, plus il est grand et plus il est puissant. Plus son souffle est capable de faire du dégât. C'est d'ailleurs le crâne de Balerion qu'on voit dans la crypte dans l'épisode 1. Alors Vhagar, qui est-ce que c'est? Vhagar, c'est une dragonne à la couleur bronze et aux yeux verts. Alors elle est née en 52 avant Conquête, d'un œuf qui a éclos à Dragonstone. Ce qui est assez intéressant de voir ça, puisque dans House of the Dragon, ça ne concorde pas avec ce qui est dit dans les bouquins. Ce qui est dit dans les bouquins, en fait, c'est que Vhagar n'a pas connu Valyria, puisqu'elle est née à Dragonstone en 52 avant Conquête. Rappelons que le fléau de Valyria, c'était plus tôt que ça, Donc, et le départ des Targaryens de Valyria, c'était pareil, encore plus tôt que ça, donc Vhagar n'a jamais vu Valyria. Et ce n'est pas ce que dit House of the Dragon, où on nous dit en fait que Vhagar est aussi une des dernières dragonnes à avoir vu
Valyria à son apogée, ce qui n'est pas le cas dans les bouquins. Bon, il s'arrange un petit peu avec la réalité, on rappelle quand même que George R. R. Martin a validé un certain nombre de changements, et plutôt content d'ailleurs d'un certain nombre de changements qui a été fait par les scénaristes, donc moi ça me pose pas de problème, mais c'est intéressant de voir qu'il y a encore une fois un petit décalage entre ce que dit dans les bouquins et ce qui est dit dans la série. En tout état de cause, Vhagar est le plus vieux dragon, ou la plus vieille dragonne de House of the Dragon dans la série, tout simplement parce que c'est celle qui est née le plus longtemps dans le passé. Donc vraisemblablement aussi, c'est le plus gros dragon, et sans doute aussi le plus puissant. Laena, par contre, nous dit que on ne sait pas où est Vhagar. Vhagar est a priori quelque part dans le détroit, mais on sait pas où. Laena aussi nous raconte que Vhagar est trop grande pour pouvoir habiter dans Fausse Dragon. Donc vous avez vu le gigantisme de Fausse Dragon, et ben Vhagar est trop grande pour passer dedans. Ok. Bon bref, et qui est Vhagar? C'est une dragonne qui a été chevauchée par Visenya, la femme sœur d'Aegon Targaryen, et elle a été chevauchée également par Baelon Targaryen, qui était un des fils de Jaehaerys Targaryen, Baelon qui est le père de Viserys. Bref, toujours autour de cette histoire de remariage, Viserys a très peur de la réaction de Rhaenyra autour de son remariage. Il a peur de la heurter à se remarier aussitôt après la mort d'Aemma Arryn, et Rhaenyra, au bout d'un moment, à force de discussion, finit par lui dire « Vas-y, remarie-toi, c'est ton devoir avant tout envers le royaume », et a priori, elle commence à avoir accepté l'idée que son père se remarie avec Laena Velaryon. Un petit peu plus tard, on voit également une scène de très grande proximité entre Alicent Hightower et Viserys Targaryen, qui, elle, la renseigne sur les états d'âme de sa fille Rhaenyra, et il commence à partager des moments privilégiés. D'ailleurs, Otto Hightower la place toujours autant aux côtés du roi, hein, et quand il part pour Dragonstone, il lui dit « t'iras voir le roi ce soir quand même, hein ?» Bon. Et le geste d'Alicent envers le roi, son dragon réparé, est chargé de symboles. Hein. Elle lui dit grosso modo « je suis celle qui peut te remettre d'aplomb ». À ce moment-là, d'ailleurs, dans le dialogue, elle fait même référence au fait qu'une bonne reine pourrait aider son règne. Bon. Et donc je crois que c'est le lendemain, il y a une scène où Viserys annonce au conseil qu'il va se remarier, et à ce moment-là, on a évidemment Corlys Velaryon qui se prépare, il se redresse, tout fier. Tout ça pour être déçu, puisque Viserys lui annonce à son conseil qu'il a décidé de se remarier, non pas avec Laena Velaryon, mais avec Alicent Hightower. Ce qui est intéressant, puisque Alicent Hightower, on lui a absolument pas demandé son avis, mais bon, voilà, le roi, il a décidé qu'il allait se marier avec madame, et puis bon, bah voilà, elle a pas sa voix au chapitre, comme d'habitude, hein. La thématique des femmes dans le patriarcat autour de cette série, voilà, on continue évidemment dans ce projet. Bon, bien sûr, très effarouché, Corlys Velaryon quitte la salle, mais très vite suivi par Rhaenyra Targaryen, qui elle est très surprise, puisque elle s'attendait à ce que on annonce le mariage de son père avec Laena Velaryon, et finalement c'est pas du tout ça. Elle comprend aussi que son amie et confidente lui a probablement caché des choses, et que son père, même chose, lui a aussi caché des choses. Donc bref, ça promet pour la suite en tout cas, hein, cette cassure au niveau du mariage de Viserys avec Alicent. Bon, on est dans un moment de rupture très clairement. Bon, voilà, c'était long, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire autour de cet épisode 1, j'espère que ça vous a plu, c'est tout ce que j'avais envie de dire autour de ce décryptage de l'épisode 2. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cet épisode 2 ? Notez-le de 1 à 5 dans les commentaires, ça me fera évidemment plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire pour me le dire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis pour ne pas rater les prochains décryptages de House of the Dragon, toutes les semaines, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Très bientôt, je vais aussi parler de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, donc raison de plus pour vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, j'espère. À très bientôt tout le monde, salut à tous.